Ah. Bonjour, merci à tous de me donner la chance de m'exprimer ici, dans cette enceinte française où je retrouve plein de visages connus, qui sont les visages, bien sûr, des Français, mais aussi des camarades européens que je croise dans d'autres assemblées. Et j'oublie pas que notre maison française ici à Bruxelles est d'abord accueillie par nos camarades belges, avec lesquels il est vrai qu'on entretient une très forte collaboration au plus haut niveau, qui était déjà présent avec nous dans les opérations. Voilà. Hop. C'est normal, j'ai pas les yeux au niveau du menton, donc je ne voyais pas ce que je faisais. Et donc, effectivement, qui sont encore très présents avec des échanges au plus haut niveau avec eux en termes opérationnels. Il était prévu au programme que je vous parle du rétexte de l'exercice cybercoalition, donc c'est toujours marqué sur le programme, j'en suis désolé. À la suite du 13 novembre, nous avons annulé notre participation à cet exercice, donc je ne vous parlerai pas de fait d'un exercice auquel nous n'avons pas participé. Donc je vais tâcher d'être plus honnête et de vous parler effectivement des exercices, mais en partant de la source, c'est-à-dire la manière dont on constitue un petit peu notre politique d'exercice en France, et que vous ayez cette vision française de cette intégration que nous souhaitons réaliser de l'entraînement et de la formation. Alors, quelques diapositives juste pour poser le cadre, hein, mais très rapidement. Donc nous avons, peut-être le savez-vous, un pacte défense cyber du ministre de la Défense qui s'appelle 50 mesures pour changer d'échelle et qui est réparti sur différents axes, 6 axes. Le troisième et le cinquième retiennent particulièrement mon regard. Bien sûr, c'est renforcer les ressources humaines dédiées à la cyberdéfense et construire des parcours professionnels associés. Donc on est bien dans une préoccupation que nous partageons au niveau européen. Ça a été très bien expliqué justement par mon camarade belge. Et puis cet axe 5 qui est bien celui du partage, qui est celui de cultiver un réseau de partenaires étrangers, tant en Europe qu'au sein de l'Alliance Atlantique, et puis dans les zones d'intérêt stratégique. Alors c'est pour ça aussi que pour ceux qui ont pu suivre un petit peu l'événement international organisé par le ministère de la Défense le 24 septembre dernier à Paris, nous avions des nations qui ne font pas partie de nos alliances traditionnelles, mais qui relevaient du Golfe arabo-persique, de Jordanie, d'Algérie, de Tunisie. Alors, premièrement, quand il a fallu monter en puissance dans la cyberdéfense, bien sûr, on s'est d'abord intéressé au contenu des formations disponibles, on a essayé de les reclassifier, et donc maintenant nous avons l'habitude de parler de 5 groupes de formation. Un groupe d'utilisateurs. Le groupe d'utilisateurs, c'est effectivement c'est un peu l'ensemble du ministère de la Défense, c'est au-delà même donc des seules armées. Ça a été évoqué par Gérard en introduction sur sa diapositive sur les différents volumes de formation. Donc là, il y a effectivement une action à former sur nous tous, qui sommes utilisateurs de moyens informatiques, de tout support digital. Il y a ensuite les spécialistes des systèmes d'information. Alors, ceux-là, c'est ceux qui sont effectivement au contact des utilisateurs et qui vont réaliser les premières tâches techniques. On va dire que c'est un premier groupe de spécialistes. Ensuite, on a un groupe intermédiaire, le groupe 3, agent dédié à la cybersécurité, qui va être déjà des profils beaucoup plus étudiés, qu'on va mettre au niveau, à un niveau universitaire finalement déjà assez élevé, soit en cours de carrière, le plus souvent chez les militaires, soit effectivement par des recrutements ad hoc. Et puis des experts dédiés à la cybersécurité, là on est clairement au niveau ingénieur, mais pas encore à l'ingénieur spécialisé. Et puis un groupe 5 qu'on a appelé celui des généralistes de la conduite des opérations cyber et des crises, donc, dont les dignes représentants de la première promotion est dans la salle. Mais aussi dans ce groupe 5, on va y mettre quelques ingénieurs très spécialisés de la délégation générale de l'armement. Voilà, ça ne suffit pas de faire des groupes. Maintenant, il faut les intégrer dans des profils professionnels
et dans des carrières et dans l'ensemble des forces armées qui constituent en elles-mêmes tout un écosystème de formation. Effectivement, j'appuie sur ce point-là puisque la Belgique nous a fait part de ces problématiques effectivement liées à sa masse critique d'intégration des formations. Nous avons fait le choix encore pour un moment, ça ne devrait pas changer vu la dimension de notre outil de formation qui n'est pas en surchauffe, d'avoir toutes nos formations intégrées au sein du ministère de la Défense. Alors quand je dis toutes nos formations, c'est bien sûr, on va retrouver nos différents groupes, on retrouve nos groupes 1 à 5, de la moins technique à la plus technique, et puis aussi, surtout, nécessité pour les armées, avec l'intégration opérationnelle qui vient ensemble. Donc on a des formations de cursus et des formations d'adaptation, et avec une intégration dans les formations qui ne sont pas dédiées à la cyberdéfense et à la cybersécurité, bien sûr, de modules de sensibilisation ou de modules un peu plus techniques. On peut penser typiquement aux stages de planification interarmées qui sont des vecteurs importants pour faire comprendre aux différentes cellules d'un état-major pourquoi il y a une nouvelle cellule créée, un J5 cyber, ou qu'on peut appeler par ailleurs dans d'autres nations différemment, qui va venir s'intégrer dans les groupes de planification pour venir apporter ses propres éléments. Donc là, on est quand même dans un changement de culture et on le voit bien, ce n'est pas nécessairement acquis au sein même de nos armées. Alors après, quand on veut passer au niveau au-dessus, au niveau politique et au niveau international, on se heurte aussi au problème de maturité, de compréhension de la menace. Et donc là, on a vraiment un gros besoin d'intégration et de compréhension, ce qui m'amène effectivement directement sur la description un petit peu des entraînements et des exercices, parce que c'est cela qui contribue le mieux à une meilleure compréhension et à une meilleure intégration de ce nouvel espace digital au sein, certes, de nos problèmes de confrontation, de résolution des crises, voire de guerre comme actuellement, où la cyber est pleinement intégrée aux travaux conduits aux opérations françaises contre Daesh. Mais cet entraînement, qu'il soit national et international, vise aussi à la bonne compréhension du milieu du cyberespace, mais aussi à l'étalonnage des formations, donc du résultat obtenu par la formation, la remise en question éventuellement de ces résultats, pour ensuite adapter le modèle aux nécessités et aux besoins. Alors de quoi est composé cet entraînement ? Au niveau national, il y a l'entraînement des composantes, donc des différentes armées. Donc soit c'est fait dans un cadre d'un exercice national comme DEFNET 2015, donc vous voyez l'affiche à l'écran, où là, parallèlement, donc il y a eu des entraînements des composantes, donc une partie armée de terre qui s'est déroulée dans la région de Lille en mars 2016. Dans le même temps, il y avait l'armée de l'air qui conduisait quelque chose sur Lyon, et la marine qui avait elle aussi sa fonction sur un bâtiment. Conjointement, sur Rennes et sur Paris, nous testions le concept de réserve opérationnelle en cyberdéfense, donc un autre mode d'entraînement. Et ça devait être à l'origine, mais c'est un exercice qui glisse en permanence, ça devait être conjoint avec l'exercice Pyranet, qui est un exercice, lui, qui est plus un exercice sur table, interministériel de gestion de crise. Donc, qui, au début devait être en mars, a glissé en novembre, décembre, et puis là il y a la COP21, donc il a glissé pour ne pas revenir en 2015. Donc voilà. Donc il y a cette envie d'intégrer en plus les entraînements à tous les échelons des forces et de l'État, en y adjoignant le concept de réserve. Mais effectivement, ça reste encore un but à atteindre. Et puis à l'entraînement international, on participe effectivement à des modules, ou en tout cas des parties cyber sur des exercices en coalition, donc, mais qui ne sont pas pleinement dédiés effectivement à la cyberdéfense. Mais maintenant, la cyberdéfense existe dans tous les exercices internationaux à peu près, voilà, où il y a les exercices cyber dédiés. Vous connaissez Cybercoalition, Logshield,
qui permettent là d'étalonner un petit peu nos équipes nationales. Pour Cybercoalition, nous avions reçu des tablettes un peu comme celle-ci. Donc c'était un challenge très technique qui aurait dû mettre en concurrence les différentes équipes. Et puis il y a l'intergouvernemental. L'intergouvernemental peut se présenter soit en bilatéral, mais c'est pas très intéressant en bilatéral, ça permet juste d'étudier les structures que les États possèdent les unes les autres, donc améliorer la connaissance de l'un et l'autre pour poursuivre la coopération et construire les échanges, ce qui est essentiel, on l'a déjà dit. Mais surtout, après, bon, c'est quelque chose qui a été un peu provoqué au niveau OTAN, mais qui n'est pas, à mon avis, encore sur la bonne formule, avec la proposition d'un scénario de crise au ministre et des solutions à apporter. Voilà. Donc, l'emploi opérationnel ne suffit pas à lui-même. Il ne suffit pas d'avoir mis des gens sur des emplois opérationnels avec une étiquette cybersécurité. Il s'agit bien sûr en amont de les former. Mais une fois qu'ils sont formés et qu'ils sont en emploi, on n'a aucune certitude de l'efficience et de l'efficacité de notre travail. Le risque est de passer à côté de la menace, parce que la menace, elle peut être relativement cachée. On peut décrocher, techniquement, on peut décrocher dans notre organisation, dans notre mode de penser la menace et la réponse à celle-ci. Donc l'entraînement est nécessaire, il est nécessaire au niveau national pour créer la cohésion de la communauté, que ce soit du renseignement, parce qu'on est bien dans l'interdisciplinaire, des analystes, des experts de la cybersécurité. Voilà, la cyberdéfense, c'est bien tout ça. Ça compte aussi une partie sensible PsyOps, influence militaire, qui doit être parfaitement intégrée à l'ensemble du panel. Et puis ça permet, à force d'entraînement, de revoir les formations, si nécessaire en passant par les besoins, et éventuellement en rebalayant le concept. Je conclus donc bien sur ce que je vous ai présenté comme étant un peu la base de mon concept de départ. C'est bien cultiver le réseau et les échanges qui est essentiel, puisque sans partage de la même culture de ce que peut être l'espace numérique et ses dangers, ses menaces, on n'arrivera pas à trouver au bon niveau nos interlocuteurs pour le partage d'informations. On le voit tout à fait en ce moment dans les opérations que nous sommes en train de mener. Nous n'avons pas tous, les membres de l'Union européenne, nous n'avons pas tous les mêmes structures de cyberdéfense et cybersécurité. Donc quand, au cours d'une opération pour laquelle nous avons des informations à partager ou pour laquelle nous avons besoin de conduire des actions dans l'espace numérique, nous n'avons pas toujours les interlocuteurs militaires pour leur dire, bon voilà, on a un problème avec tel type de réseau et on a une menace qui se présente sur ce réseau où ce réseau supporte une certaine menace, se fait le vecteur d'une menace contre nos intérêts ou porte la propagande de Daesh. Eh bien, nous ne trouvons pas forcément les interlocuteurs associés. Donc nous devons partager la même culture, nous devons partager des modes d'organisation qui sont similaires et par les entraînements, parce que nous n'aurons jamais la standardisation et des organisations complémentaires, eh bien nous connaître les uns les autres et avoir du point à point de confiance, parce qu'il nous faut des partenaires de confiance, et cette confiance, elle se construit par la connaissance, par le fait de se rencontrer, et c'est quand on se rencontre point à point qu'ensuite on construit ce partage d'informations qui devient efficace et qui nous rendra plus solides et plus résistants tous ensemble. Voilà, je vous remercie de votre attention.